Les bêtes, que Dieu me vienne en aide, si les hommes ne font pas trop les sourds, leur crient Vive la liberté! Il y en a plusieurs d'entre elles qui meurent aussitôt qu'elles sont prises, comme le poisson, quitte la vie en même temps que l'eau. Pareillement, celles-là quittent la lumière, et ne veulent point survivre à leur naturelle franchise. Si les animaux avaient entre eux quelque prééminence, ils feraient de celle-ci leur noblesse. Les autres bêtes, des plus grandes jusqu'aux plus petites, font si grande résistance d'ongles, de cornes, de becs et de pieds, qu'elles déclarent assez combien ce qu'elles perdent leur est cher. Puis, étant prises, elles nous donnent tant de signes évidents de la connaissance qu'elles ont de leur malheur, qu'on voit bien que, désormais, elles se languissent plus qu'elles ne vivent, et qu'elles continuent leur vie plus pour regretter leur liberté perdue que pour se plaire en leur servitude. Que veut dire d'autre l'éléphant qui, s'étant défendu jusqu'à n'en plus pouvoir, n'y voyant plus d'ordre, étant sur le point d'être pris, enfonce ses mâchoires et casse ses dents contre les arbres, sinon que le grand désir qu'il a de demeurer libre lui donne de l'esprit et lui conseille de marchander avec les chasseurs. En sera-t-il quitte pour le prix de ses dents? Acceptera-t-on qu'on lui donne son ivoire? Et pourra-t-il payer cette rançon pour sa liberté? Nous appâtons le cheval dès lors qu'il est né pour l'apprivoiser à servir, et nous le flattons, pas puisque, quand on vient le dompter, il ronge son frein, il heureux contre l'éperon, comme, semble-t-il, pour montrer à la nature, et témoigner au moins par là que, s'il sert, ce n'est pas de son gré, mais par notre contrainte. Que faut-il dire de plus? Même des bœufs sous le poids du joug geignent, et les oiseaux dans la cage se plaignent. Comme j'ai dit autrefois, en passant le temps à nos rythmes françaises, car je ne craindrai point en t'écrivant à toi, ô Longa, de mêler mes vers, lesquels je ne te lis jamais, parce que tu fais semblant de t'en être content, ce qui me rend tout glorieux. Ainsi donc, puisque toutes les choses qui ont du sentiment, dès lors qu'elles l'ont, sentent le mal de la suggestion et courent après la liberté, puisque les bêtes qui pourtant sont faites pour le service de l'homme ne peuvent s'accoutumer à servir qu'avec protestation d'un désir contraire, quelle malencontre a été cela, qui a pu tant dénaturer l'homme, seul né pour vivre franchement, et lui faire perdre le souvenir de son premier être, et le désir de le reprendre. Un seul oiseau est en cage, et la liberté est en deuil, a dit le poète Jacques Prévert. L'animal, domestiqué, chassé ou malmené par l'homme, est également considéré comme le symbole ou l'allégorie de la servitude imposée à l'homme. Rédigé entre 1546 et 1548, alors que la Boétie n'a que entre 16 et 18 ans, et publié après sa mort en 1576, le discours de la servitude volontaire est un texte humaniste qui s'interroge sur les fondements du pouvoir politique. L'auteur cherche à comprendre pourquoi des peuples entiers acceptent-ils de se soumettre volontairement à un seul homme alors qu'ils sont naturellement libres et bien plus nombreux que lui. Selon la Boétie, le pouvoir du tyran ne repose pas sur la force, mais sur l'obéissance volontaire de ses sujets. Son œuvre vise donc à dénoncer cette servitude et à rappeler aux hommes leur droit naturel à la liberté et à trouver les causes de cette servitude volontaire. Cet extrait intervient après une dénonciation de la soumission des peuples à la tyrannie. La Boétie tente alors de démontrer que la liberté est inscrite dans la nature de tous les êtres vivants. Pour cela, il utilise l'exemple des animaux, qu'il présente comme de véritables modèles de liberté. En leur prêtant une forme de sagesse et de parole, il montre qu'ils préfèrent souvent souffrir ou mourir plutôt que vivre privés de leur liberté. À travers cette comparaison, l'auteur cherche à faire prendre conscience aux hommes de leur aveuglement et à les inciter à retrouver leur désir naturel de liberté. Ainsi, nous allons nous demander qu'ont à nous apprendre les animaux selon la Boétie. Après nous avoir fait entendre le cri d'émancipation des animaux qui préfèrent parfois la mort à la privation de la liberté, la Boétie décrit la souffrance des bêtes qui vivent dans la servitude, mais qui refusent d'abdiquer et résistent. Enfin, la Boétie reprend la parole pour adresser aux hommes sa profonde incompréhension devant leur propre servitude à l'opposé des animaux. Au début de ce texte, les animaux commencent par se réjouir de la liberté. En effet, le texte commence par une prosopopée, donc une figure de style qui consiste à donner la parole à un mort, à un lieu, et ici, la Boétie donne la parole aux bêtes. Et les bêtes crient aux hommes s'ils ne font pas trop les sourds à la ligne 1, donc une subordonnée circonstancielle de condition,
qui est tant d'incises, les hommes résistent à ce qui pourrait les sauver. Il leur donne un conseil, c'est les animaux qui vont les sauver, et les animaux leur crient vive la liberté. Voilà, donc c'est une phrase exclamative avec un point d'exclamation, c'est un éloge de la liberté, c'est un cri de joie de la part des animaux. Ensuite, la Boétie veut montrer que la capture, c'est la mort. Il va utiliser un exemple qui relève de l'évidence pour donner un caractère d'évidence à sa démonstration. Il va donc, à la ligne 3, faire une comparaison avec le poisson qui va mourir s'il quitte son lieu de vie, donc qui est l'eau. La Boétie va maintenant montrer la résistance des animaux quand ils sont capturés par les hommes. Avec dans un premier temps, il faut résister par tous les moyens. Les autres bêtes, des plus grandes jusqu'aux plus petites, donc on a ici l'utilisation de deux superlatifs pour montrer qu'on parle de toutes les bêtes, font si grande résistance d'ongles, de cornes, de bec et de pieds. Qu'on a une énumération des attributs des armes des animaux. La Boétie utilise ici des images très concrètes, ce qui forme un enseignement didactique. Mais ce n'est pas tout, car une fois dans la servitude, ces bêtes vont lutter dans la servitude. On a à la ligne 7, le participe passé est en prise. Ces bêtes n'acceptent pas, elles continuent de vivre pour lutter contre cette captivité. Les bêtes font usage de la raison, comme on peut le constater avec connaissance, languisse ou encore signe, pour montrer qu'elles ne se plaisent pas en servitude. Les animaux sont ici un modèle de stoïcisme, c'est-à-dire qu'elles sont dans la tyrannie, elles sont dans la servitude, mais elles vont continuer quand même à lutter. Quand les bêtes sont capturées, c'est de la souffrance, elles ne peuvent pas s'accommoder à la servitude, contrairement aux hommes justement qui arrivent à se plaire en servitude, ce n'est pas le cas pour les animaux. La Boétie fait maintenant appel à deux exemples allégoriques, l'éléphant et le cheval. En commençant par l'éléphant, qui est depuis l'Antiquité considéré comme intelligent, il est chassé pour son ivoire, il est utilisé pour le divertissement, c'est un moyen de transport. C'est donc l'éléphant est donc l'exemple d'un ami de l'homme. Cet éléphant, il va le personnifier, négociant son ivoire contre sa liberté. On pourrait presque faire référence à une fable ici d'ailleurs. L'éléphant est prêt à tout sacrifier pour sa liberté. Puis la Boétie évoque le cheval. Le cheval, l'homme qui adopte le cheval, mais en réalité, le cheval se révolte et il termine par une question rhétorique pour conclure ces deux exemples d'animaux à la ligne 19. Que faut-il donc dire de plus? Cependant, contre toute attente, la Boétie va donner deux exemples supplémentaires pour renforcer sa démonstration. La Boétie va utiliser l'autocitation. Il va citer ses propres vers, donc deux vers qui proviennent d'un poème, d'un de ses recueils passés, les Poemata, des poèmes néo-latins d'Étienne de la Boétie qui ont été rédigés avant le discours de la servitude volontaire. Donc la Boétie avait déjà réfléchi à la servitude. Ces deux vers apportent de la légèreté, ça module la façon d'écrire, et on apprend de nouveau les animaux qui souffrent de la servitude. Ça parle de la même chose. Puis on assiste à ces deux vers ainsi que les deux phrases suivantes forment un petit peu une digression. La Boétie va s'éloigner du propos initial et va parler de Guillaume de Lurlonga, donc à qui était probablement destiné ce discours de la servitude volontaire. Il lui rend hommage, on peut dire ça, dans cette digression. Il est libre dans son écriture et il fait l'éloge de l'égalité. Enfin, en cette fin de texte, on remarque l'incompréhension et l'indignation de la Boétie. Il commence à la ligne 25 avec deux connecteurs. Ainsi, et donc, la suggestion forme une antithèse avec la liberté
les bêtes sont faites pour la servitude, mais protestent pour être libres. La Boétie va donc se poser une dernière question, qui est une vraie question, une question directe, partielle, mais pas rhétorique, c'est bien une vraie question qui montre toute son indignation. Quelle malencontre a été cela, qui a pu tant dénaturer l'homme, sans seul puisse suivre franchement et lui faire perdre le souvenir de son premier être et le désir de le reprendre. Ainsi, on peut affirmer que ce texte est un moment fort du discours, avec la mise en scène d'un monde à l'envers où c'est les animaux qui font la morale à l'homme, qui permet de convaincre et de persuader, donc de convaincre le lecteur à prendre conscience et à réfléchir, mais de le persuader en montrant des animaux qui souffrent. On peut prolonger cette lecture par une étude d'autres passages qui offrent d'autres visions des animaux, notamment de toutes ces indignités que les bêtes même ne le sentiraient point, ne les endureraient point. Vous pouvez en délivrer si vous essayez, non pas de vous délivrer, mais seulement de vouloir le faire. Ici, l'animal symbolise la servitude, la soumission aux humains. Les hommes qui se soumettent sont présentés comme pires même que les animaux.